Raymond Queneau, 1903-1976, dans un essai sur la langue paru en 1950 qui regroupait des articles et qui s'appelait « Bâtons, chiffres et lettres », écrivait « On ne peut soigner la France sans lui dire « tire ta langue ». Elle la tire. Moi, je la trouve un peu blanchâtre. Ces sacrés habits verts la soignent mal. Il faudrait qu'elle soit un peu plus rose, cette langue. Un peu plus rose, au moins. Fermez les guillemets. Tire ta langue, c'était le titre d'une émission, aujourd'hui disparue sur France Culture, et comme Mediapart ne renonce jamais à faire œuvre de service public, nous avons, avec Faiza Zerwala, eu envie de ramasser le tronçon du glaive et de nous livrer à une sorte de Tire ta langue. Il faut dire que Tire ta langue était la seule émission consacrée à la francophonie, avec tout de même un bémol qui devait agacer, à savoir que la francophonie est une affaire trop sérieuse pour la confier aux Français. Alors on pensait évidemment aux Suisses, aux Belges, aux Canadiens, et surtout à l'Afrique, l'Afrique dans son ensemble, où il y a là une véritable invention et pas une espèce de langue fourbue sur sa litière. Et nous trouvions que pour la première résurrection de ce Tire ta langue sur Mediapart, il fallait inviter vous-même, Kautar Archi, pour un livre paru chez Pauvert, avec un titre issu de Jacques Derrida, « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », des écrivains à l'épreuve. Et vous examinez 5 auteurs algériens d'expression française, 2 morts et 3 vivants, une femme, Assia Djebar, et 4 hommes, Kateb Yassine, Rachid Boudjera, Boualem Sansal et Kamel Daoud. Et vous montrez comment ils sont pris dans une sorte de tenaille de la dépossession. D'une part, l'écriture dans la langue de l'autre, d'autre part, la réception critique parisienne avec le risque ou le souhait de gendarmessonisation afférente. Alors quel est le prix de la reconnaissance, sinon une insécurité intériorisée, une infériorisation, comme j'ai cru le lire sous votre plume, Kautar Archi, et d'emblée je vous demande de bien vouloir nous définir cette espèce de fragilité littéraire, culturelle, politique, sociologique, anthropologique. Qu'est-ce qu'écrire en langue et en terrain miné pour un écrivain algérien d'expression française? Pour répondre à la question, je dirais que c'est une épreuve quasi existentielle en fait. Ce sont des individus qui à un moment donné ont décidé de se vouer entièrement à la chose littéraire dans un contexte très particulier, étant d'origine algérienne. Ils ont tous fait le choix, selon des modalités très distinctes, d'écrire en langue française. Ils sont donc dans une situation très particulière, puisque ce sont des écrivains non français, de langue française, publiés et consacrés en France. Et on voit là effectivement qu'il y a une forme de trouble premier qui est introduit, puisqu'ils ne sont pas français, mais qu'ils se réclament malgré tout de la littérature française. Ils sont donc pris effectivement, comme vous le disiez, dans des formes d'ambivalence, dans des formes de sentiments de division, de tiraillement, de problématiques de fidélité aussi, linguistique, mais même plus globalement fidélité politique, fidélité mémorielle, à laquelle le pays d'origine, mais aussi le pays d'accueil littéraire, les renvoie perpétuellement. Et ce qui était intéressant dans ce contexte, c'était d'étudier les formes que peuvent prendre ces formes de tiraillement, principalement la question de la domination littéraire, mais aussi d'adjoindre à cette question-là de la domination la problématique essentielle de la marge de manœuvre de l'écrivain. Autrement dit, de tenter de comprendre quels sont les rapports de force vécus par ces écrivains et quelles sont les conduites de résistance distinctes pour chacun qu'ils vont décider d'y opposer. Est-ce que le terme effraction pourrait être le fil rouge de votre ouvrage? Est-ce que ces auteurs ont pénétré par effraction dans le champ littéraire français ou on peut plutôt parler de transgression?
L'image que j'utilise dans l'ouvrage, c'est celle de la nage. Je dis que ce sont des écrivains qui sont tous venus à la nage jusqu'à l'institution littéraire française. Et c'était en fait une manière de signifier, encore une fois, l'épreuve qu'est pour un écrivain non français, de langue française, désireux d'être consacré en France, que d'être pris dans ces tiraillements, dans ces divisions, qui vraiment prennent la forme de violences symboliques très fortes. Donc effectivement, le terme d'effraction, le terme de transgression, la question de la redéfinition de soi, la question de la redéfinition du rapport à sa langue, du rapport à son patrimoine national, est très largement posée et pose pour les écrivains une question fondamentale qui est « qui suis-je et comment faire pour occuper une place qui est celle que je désire ?» Mais on peut avoir l'impression, et beaucoup de critiques l'ont, que la littérature, il est grand le mystère de l'écriture, vient tout sublimer et que du coup, cette relation inégalitaire, cette relation dominant-dominé, cesse à partir du moment où on ne manque plus à l'appel. Vous voyez ce que je veux dire? Cette expression est intéressante parce qu'ils ont peur de manquer à l'appel et quand ils sont élus, c'est pour des raisons que vous expliquez, mais vous n'avez pas l'impression que la littérature balaye tout, tourne la page, si j'ose dire? Alors, dire ça, ce serait valider une forme d'idéologie romantique, c'est comme ça que je pourrais l'appeler, qui considère effectivement qu'il y a d'un côté la problématique sociopolitique et d'autre côté le grand domaine libre et autonome de la littérature. Ce que j'observe, c'est qu'en vérité, les deux sont totalement imprégnés et que la littérature est un monde social à l'image de tous les autres mondes sociaux. Et que si effectivement des valeurs très spécifiques y sont prônées, l'exceptionnalité, la singularité, la question du génie, la question du don, de l'élection, il n'en demeure pas moins que pour les individus qui traversent cette épreuve-là, en voulant traverser la frontière littéraire qui sépare leur pays de la France, la question de la sublimation, en fait, ne tient pas véritablement, pas du tout même. L'une des problématiques que vous développez, c'est cette ambivalence qu'ont les maisons d'édition françaises à toutes les époques pour publier ces auteurs. Comment est-ce que vous expliquez ces différentes positions entre attraction, répulsion Ce qui est très intéressant, c'est par exemple le cas de Kateb Yassine, qui a été confronté à un moment donné aux éditions du Seuil et qui, au tournant des années 50, par exemple, avait des formes d'hésitation aussi. D'injonction et puis aussi d'hésitation par rapport à la ligne éditoriale avec des formes de doute aussi par rapport au catalogue qui allait être constitué, mais avec ce souci très, très, très spécifique aux éditions du Seuil de se positionner très fortement par rapport à la question coloniale et de faire véritablement du livre et du roman en particulier une arme contre l'entreprise coloniale et pour l'accès de l'Algérie à l'indépendance. Et effectivement, il faut attendre 1952 pour que les éditions du Seuil, en nommant Emmanuel Robles directeur de collection de la collection Méditerranée, ouvrent davantage son catalogue à ces écrivains-là. Mais on voit bien que ce catalogue qui s'ouvre aussi avec des contraintes éditoriales très fortes. Il est question pour les éditions du Seuil de se positionner par rapport à d'autres maisons d'édition. Et il est question aussi de soutenir de jeunes écrivains, Kateb Yassine en faisait notamment partie, afin de leur donner un espace d'existence, afin de faciliter, disons, leur accès à la visibilité littéraire. Et donc, effectivement, le positionnement des maisons d'édition est complexe, mais très riche en ce qu'il dit quelque chose d'une certaine époque et des conflits idéologiques qui étaient ceux qui entouraient alors la guerre d'Algérie. Kateb Yassine, ça serait intéressant de zoomer un instant sur son œuvre. On ne va pas tous les passer en revue.
mais lui est l'objet à la fois d'une violence, et l'objet plutôt le siège, de violence et d'ambivalence absolument extraordinaire, où on trouve, c'est pas comme la Samaritaine, mais on trouve tout chez Kateb Yassine. On trouve le thème de la résurrection presque, d'aller chercher parmi les morts et de redonner vie, et on trouve surtout un thème, mais qu'on trouve beaucoup chez les autres, qui est le thème de la mère. Dans le cadavre encerclé, au tout début, il y a mère génératrice de sang et d'énergie. Et on ne peut pas parler de langue maternelle. Néanmoins, beaucoup de choses passent par les femmes. Kamel Daoud veut parler de langue fraternelle, c'est ce qui serait une synthèse. Mais Kateb Yassine, il est vraiment au milieu des contradictions. C'est presque l'échangeur californien de votre livre, non? Il est au carrefour d'un certain nombre, effectivement, de contradictions qui le conduisent perpétuellement à se transformer, à se métamorphoser et à tenter, disons, de maximiser autant que possible son propre capital, qui est un capital essentiel, qui est celui de pouvoir accéder à la liberté. La notion de liberté, la notion d'émancipation, elle est chez Kateb Yassine à la fois politique, c'est la question de l'accès de l'Algérie à l'indépendance, mais c'est aussi sa propre émancipation. Et cette émancipation, dans son cas, elle est double, elle est propre à deux fronts. L'objectif de Kateb Yassine était à la fois de pouvoir se libérer des masses dominées, disons, mais aussi de pouvoir se libérer des masses dominantes. Et c'est toute la problématique des écrivains et des intellectuels, plus globalement issus de ces espaces-là, de ces aires géographiques-là. Comment réussir à se constituer une parole qui ne soit pas une parole déjà instrumentalisée, déjà récupérée, déjà utilisée par d'autres. Et comment éviter, en d'autres termes, la question de la dépossession de soi, mais surtout la dépossession de son discours. Mais sur Kateb Yassine, il faudrait faire un sort à cette phrase dont il a été dépossédé. Le butin de guerre. Le butin de guerre. Et là-dessus, qui Kateb revient Yassine, systématiquement. le butin de guerre, j'allais dire un autre mot, excusez-moi, ma langue a fourché, mais ce butin de guerre est mis à toutes les sauces. Vous pourriez le recontextualiser, le reterritorialiser? Oui, exactement. C'est une phrase effectivement qui est reprise comme une sorte de citation automatique que maintenant beaucoup de gens connaissent. Mais lorsque Kateb Yassine affirme que la France est désormais que la France est l'ancienne puissance coloniale et que ce qu'il reste de cette expérience-là, c'est la langue française en tant que butin de guerre, à mon sens, ce qu'il essaie d'exprimer, c'est que finalement, il y a tout un pan à interroger, qui est la question aussi du rapport du dominé à sa propre domination. Et c'est aussi toute la question que va poser Kateb Yassine après la période de l'indépendance et qui va lui coûter aussi. Kateb Yassine ne sera pas toujours le bienvenu en Algérie. Il suffit de penser notamment aux conditions de son enterrement en 1989. Et ce butin de guerre-là avait aussi pour vocation d'être une richesse, c'est-à-dire d'être interrogé, d'être exploré à travers la question des contradictions, des ambivalences, et très très loin de toute forme de discours absolu ou définitif, tel que pouvaient y prétendre un certain nombre de représentants politiques après l'indépendance. Ce qui est frappant aussi dans votre ouvrage, c'est qu'on a le sentiment que ces 5 auteurs vont passer leur vie à se battre contre l'irruption forcée du politique dans leur œuvre. Et finalement, c'est très bien illustré par l'inscription de Kateb Yassine à la Comédie Française, qui se fait dans le cadre d'une grosse manifestation politique, qui est l'année de l'Algérie en France, qui est célébrée en 2003. Donc, comment ils se débattent avec cette injonction à la politisation de leur œuvre? Dans le cas de Kateb Yassine, c'est particulier, puisque effectivement, cette consécration inaboutie a lieu alors qu'il est décédé. Donc il y a là quelque chose, entre guillemets... Une réparation à titre posthume? Une sorte de réparation à titre posthume, mais avec une ambivalence très très forte, qui est de savoir ce que l'on reconnaît à ce moment-là. Est-ce qu'on reconnaît le sujet
postcoloniale, où est-ce que l'on reconnaît l'objet littéraire? Est-ce que l'on reconnaît la singularité de l'écrivain? Ou est-ce que l'on reconnaît l'écrivain en tant que représentant symbolique et très, très fort d'un peuple, d'une mémoire, d'un espace, d'une ancienne colonie française? Donc on voit bien là à quel point, pour l'institution littéraire française, mais même plus globalement pour le monde de la culture, il s'agit aussi d'intervenir sur ces questions-là. Il s'agit aussi de dire quelque chose de leur rapport à la problématique de la mémoire, de la problématique des rapports entre la France et l'Algérie. Mais encore une fois, dans un contexte, on le voit bien ici, qui mêle le diplomatique à l'historique, au géopolitique, au mémoriel. Et le littéraire est là, mais le texte est davantage prétexte à. Et c'est de là, il me semble, que des formes de contradiction, d'injonction sont issues. Et si nous évoquions, c'est à vous de le faire, la seule femme de ce corpus? Et justement, Assia Djebar, donc, qui a été académicienne, elle a utilisé son discours de réception pour condamner très fortement le colonialisme, qu'elle assimile à une tache de sang. Ce qui a été très mal vécu dans le petit monde germano-pratin. Est-ce que cette histoire raconte tout finalement? Oui, Assia Djebar, elle est très, très fascinante pour cela, parce qu'effectivement, elle est à la fois algérienne, c'est-à-dire indigène, soumise à ce régime-là. Elle est femme aussi. Et donc, effectivement, le front et le front de lutte qu'elle ouvre et sur lequel elle va s'engager durant toute son existence est double en vérité, puisqu'elle lutte à la fois contre l'entreprise coloniale, mais elle lutte aussi dans le pays intérieur, pourrais-je dire, contre le patriarcat, la domination masculine, et avec cette ambition d'émanciper les femmes algériennes et véritablement de faire reconnaître par l'entremise des livres, mais aussi par l'entremise des documentaires, la participation, la contribution effective des femmes algériennes à l'opération de libération de l'Algérie. Et ce discours qu'elle va tenir à l'Académie française est très intéressant, effectivement, puisque politiquement parlant, elle est dans une forme de retournement de la situation, puisque aussitôt élue, elle use de la reconnaissance qui lui est accordée pour en faire un usage. Et cet usage, il s'inscrit dans un contexte très, très particulier. Elle a clairement en souvenir l'année 2005, ce qui s'est passé durant cette année, la question des émeutes, mais aussi la question de l'inscription dans la loi du rôle positif de la colonisation. Et elle se positionne face à cela. Elle dit quelque chose à partir désormais de son statut d'immortel sur ce qui est en train de se passer en France. Et elle outrepasse d'une certaine manière ses prérogatives, puisque dans l'enceinte de l'Institut français, on ne parle pas de politique, on ne parle que de littérature. Et sauf elle que pour ces écrivains-là, politique. Pour ces écrivains-là, évidemment, faire cette séparation est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Alors peut-être, non pas une objection, mais une nuance. Et j'aimerais qu'on se livre un rapide commentaire de texte. Oui. Le début du discours, oui. C'est-à-dire qu'elle se place d'abord, me semble-t-il, dans cette infériorisation dont vous parlez, quitte ensuite à la subvertir et à la retourner comme un gant. Mais voici, nous sommes en 2006, le 22 juin 2006, réception de Madame Assia Djebar. Elle remplaçait Georges Vedel, qui était décédé, le doyen Vedel. Elle y est venue, sous la coupole, prendre séance, le terme est usité là-bas, le 22 juin 2006, et a prononcé le discours suivant. Mesdames, Messieurs de l'Académie, je voudrais citer d'abord le poète Jean Cocteau, reçu ici en octobre 1955, à cette même date où j'entrais à l'école normale supérieure à Paris, ce dont se souviennent 2 ou 3 de mes condisciples et amis présents aujourd'hui parmi nous. Jean Cocteau, donc, avec la grâce et le charme désinvolte que conservent ses écrits et ses images, disait dans l'introduction de son discours « Il faudra que j'évite de m'endimancher en paroles », ce vers quoi nous pousse inconsciemment un lieu historique. M'endimancher à mon tour, le risque pour moi est plus grand. Je n'ai ni le charme,
ni le brio de Jean Cocteau, fêté tout au long de sa vie dans les sociétés les plus distinguées et les publics les plus divers. Donc là, on a une femme qui, au départ, avant de dire ce que vous avez dit à l'instant, semble se livrer au geste de soumission, je ne dirais pas du babouin sur son rocher, ce serait tout à fait inconvenant, mais néanmoins, il y a quelque chose de cela. Elle obéit parfaitement aux normes de l'espace dans lequel elle est. Jusqu'à rappeler l'école normale supérieure. Exactement, c'est-à-dire qu'elle se présente dans les premières minutes de son discours, plutôt avec modestie, plutôt avec discrétion, plutôt dans une forme de sentiment de n'être pas totalement à sa place, ou en tout cas de n'y être pas encore totalement admise. Et c'est toute la force de ce discours-là, c'est qu'au fur et à mesure de son déroulement, elle propose quelque chose, elle dit quelque chose aux hommes et aux femmes qui sont face à elle, elle dit qui elle est et d'où elle vient. Et elle vient effectivement d'une histoire singulière sur laquelle elle porte un regard situé, très, très, très précis et qui a véritablement été forgé durant toute sa carrière littéraire. Est-ce que vous considérez que ce discours est presque en un mouvement quasiment hegelien, la résolution des contradictions sur lesquelles porte précisément votre livre, ce qui inhibe, ce qui entrave, ce qui pourrait détruire et ce qui laisse tout de même avec un sentiment de fragilité jamais totalement résolu. Or, ce discours, semble presque une parabole de ce point de vue-là, non? Parce qu'elle prend le risque de se positionner. C'est-à-dire qu'elle prend le risque de dire très précisément où elle est à cet instant-là. Et elle est plutôt dans une forme de contradiction avec ce que la France est en train de devenir, notamment par rapport au débat relatif à la mémoire coloniale. C'est donc un risque qu'elle prend, puisqu'elle apparaît à ce moment-là, non plus dans un champ littéraire totalement ouvert, sujet à l'imagination, sujet à la fiction et à la beauté de la langue, elle apparaît clairement vêtue et revêtue d'habits politiques qui sont en vérité son propre rapport au monde et son propre rapport à la France. Et le risque pour l'écrivain de se positionner politiquement aussi fort, c'est le risque en vérité de se couper d'une partie du public, de son public, d'une partie des agents qui ont facilité, ou en tout cas qui ont favorisé son parcours et son entrée à l'Académie française. C'est donc le risque à un moment donné aussi de ne pas être aimé. Je me permets ce terme-là plutôt affectif du fait que le temps est passé et que maintenant on peut regarder l'œuvre d'Assia Djebar avec un certain regard. Mais ce risque-là du positionnement, il est très difficile. Et pas simplement parce qu'il demande un courage, mais parce qu'il est un risque au vu des enjeux qui entourent cette personne. D'autant plus qu'elle peut se prévaloir d'une vraie reconnaissance internationale aux États-Unis, par exemple au Canada. Elle enseignait par ailleurs aux États-Unis. Du coup, c'est très bizarre de voir qu'en France, elle est relativement peu connue, peu enseignée, peu étudiée. Comment on explique toujours cette distorsion entre la perception de ces auteurs francophones à l'étranger, qui est toujours très positive, enfin, en majorité, et en France, où ils sont relativement méconnus, y compris les prédécesseurs tels Mouloud Ferraoun ou Mohamed Dib, qui pourraient être également enseignés à l'école. Ce phénomène-là de visibilité internationale très forte et de quasi-invisibilité nationale, il s'explique à mon sens simplement par le rapport difficile parfois que la France a eu avec son passé colonial. Et disons que les États-Unis, pour beaucoup de ces écrivains-là, je pense à Assia Djebar, mais on peut aussi penser dans une autre perspective, par exemple à quelqu'un comme Édouard Glissant, a aussi été un pays, une sorte de tiers-pays, une sorte de pays, entre guillemets, qui, ne se vivant pas lui-même comme un pays colonial, est toujours très intéressé par les questions coloniales que les autres pays se posent. Et donc c'est vrai que les États-Unis et les universités américaines en particulier ont toujours été plutôt accueillantes à l'égard de ces écrivains-là, en quête d'un pays où habiter sans être perpétuellement dans des formes de tiraillement, de division et d'injonctions contradictoires.
et sans avoir à choisir un camp ou l'autre. Ouais. Kauthar Archi, à l'instant, avant de répondre sur Assia Djebar, nous a tendu une perche qui doit nous mener vers la fin de cette émission. C'est le risque de ne pas être aimé. Assia Djebar est morte. Il est 2 écrivains vivants et je me dis que ce serait peut-être bien d'introduire la question. Je ne sais comment vous le feriez, Faiza. Moi, ce qui m'a vraiment frappée, encore une fois, c'est le cas Kamel Daoud, qui semblait plutôt bien parti, qui, avec son roman Meursault contre enquête, faisait œuvre presque de réparation nationale en redonnant vie à l'arabe qui est esquissé dans l'étranger par Camus. Et d'un coup, il y a un basculement et aujourd'hui, il a pris des positions qui sont compliquées à accepter par l'Algérie. Comment vous expliquez ce revirement, ce basculement ? Alors, expliquer les positions de l'écrivain Kamel Daoud, je ne pourrais pas le faire. Je pense qu'il est le seul à pouvoir expliquer légitimement ses positions, et je crois qu'il le fait assez régulièrement en publiant un ensemble de chroniques. Ce qui m'a intéressée dans le cas de cet écrivain-là, c'est effectivement de retrouver à nouveau ce que j'observais déjà auparavant et qui relève du système d'injonction contradictoire, d'assignation identitaire aussi, et de violence que ça représente véritablement pour celui qui vit cette expérience-là. Et ce qui a été l'un des fils me permettant de comprendre cette expérience, ou en tout cas d'essayer de la rendre pour le moins intelligible, c'est la question du stigmate de la trahison. C'est comment, au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure des prises de position, il a été constamment tiraillé par des groupes intellectuels ou des groupes d'individus, par des groupes religieux, comme si sa parole, du fait de son statut d'écrivain non français de langue française en France, ne trouvait pas d'assises véritables. Et c'est pour ça que, pour d'ailleurs Kamel Daoud et Boualem Sansal, j'emploie le terme d'apatridie littéraire. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où leur statut ou leur condition ne leur permet pas d'être, ou en tout cas de demeurer maître de leur discours. Certes, tous les discours sont utilisés, tous les discours font l'objet d'appropriation instrumentale, mais dans le cas de cet écrivain-là, ça a été très frappant de considérer à quel point il a été difficile d'assumer quelque chose, d'affirmer une parole, sans qu'elle ne soit immédiatement reprise contre lui. Et ça, je crois que ça tient véritablement à ce statut très particulier de l'écrivain francophone qui arrive dans un pays au sein duquel un ensemble de contradictions sont particulièrement frappantes, et l'écrivain est aspiré par ces contradictions-là. Et il est très difficile par la suite d'en dégager une forme de tranquillité. Ce dont sont privés ces écrivains-là, c'est de la tranquillité. Édouard Glissant en parlait beaucoup. Il disait « Beaucoup vivent dans la tranquillité de la langue sans concevoir que pour beaucoup d'autres, la langue est un espace totalement intranquille. » Et je crois qu'ils en ont fait et que Kamel Daoud en a fait l'expérience de manière très forte et très violente. Une remarque allant dans votre sens, doublée de petits coups de griffe critiques. Je commence par la critique. Il m'a semblé que dans le cas de Kamel Daoud, vous avez un petit côté dis-moi qui t'encense, je te dirai qui tu es. Et que quand vous choisissez ceux qui ont présenté Kamel Daoud au public français, vous ne prenez vraiment pas les meilleurs. Et vous prenez les plus maladroits. Je pense à Gilles Herzog dans La règle du jeu, qui dit « Puisqu'il écrit en français, il est français ». C'est une négation de la francophonie. On dirait les confettis de l'Empire. Et la francophonie, c'est ce qui reste à la France quand elle a perdu tout son empire. Bon. Et donc, il y a eu d'autres personnes qui ont introduit Kamel Daoud en étant conscients de tout ce que cette langue
apportait, me semble-t-il. Mais par ailleurs, dans ce que vous dites sur cette ère du soupçon qui pèse sur lui, j'ai presque envie de vous demander, beaucoup de Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, lui reprochent de ne pas être le supplétif intellectuel et littéraire qu'ils avaient, eux, en tête. Et est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un mot et parler de harkisation dans le cas de Daoud? Alors, dans un premier temps, j'entends bien qu'un certain type de propos ont pu être tenus et vous les jugez maladroits. Ils ont été prononcés, donc socialement ils signifient quelque chose et je ne suis pas responsable de la maladresse de tel ou tel intervenant. Mais enfin, qui lit Mais Gilles plus Herzog dans la règle sérieusement, du jeu? il existe. Bon. Sa parole a existé, sa parole a donc eu un effet. Par rapport à ce que vous dites dans un second temps, effectivement, vous avez raison. La notion de stigmate de la trahison peut, d'une manière ou d'une autre, rejoindre ce que vous appelez un phénomène d'archisation, c'est-à-dire de constant rejet ou de constant soupçon porté sur les intentions de cet écrivain-là. Mais sur cet écrivain-là, en vérité, comme sur les autres écrivains, il se trouve que la particularité de Kamel Daoud et de Boualem Sansal, c'est cette espèce de proximité aveuglante que nous entretenons avec eux et que j'ai entretenu avec eux lorsqu'il a été question d'étudier leur cas. Mais encore une fois, cette situation-là, finalement, d'être à la fois doublement absent et doublement présent, elle tient principalement à cette condition littéraire très particulière de l'écrivain francophone, qui à un moment donné associe des éléments qui, dans la définition de ce que serait la nation littéraire française, ne correspondent pas. Il y a une sorte de modèle de la nation littéraire française qui serait un écrivain français et quelqu'un né en France, de langue française, donc de nationalité française, et ayant une culture ou présentant en tout cas un ensemble de mœurs européennes, ou en tout cas ces écrivains-là, et les écrivains algériens en particulier, déroutent ce système. Ils introduisent une perturbation très, très forte. Où les situer? Dans la littérature francophone? Dans la littérature française? Où veulent-ils, eux, être situés? Est-ce qu'ils veulent être reconnus comme des écrivains français, comme des écrivains francophones? Mais qu'est-ce que signifie être un écrivain francophone? Et vous voyez là, subitement, la boîte de Pandore qui s'ouvre et on peut sentir très vite, face à cette expérience, le sol trembler sous nos pieds. Par ailleurs, le mécanisme que vous décrivez, on le retrouve d'une certaine manière dans la réception des écrivains dits de banlieue il y a à peu près une quinzaine d'années. Par exemple, l'auteur Feizagen a raconté que souvent, les chroniques de ses livres s'étaient retrouvées dans les pages société des journaux et non pas dans les pages littéraires. Est-ce que est-ce qu'il y a une correspondance entre la réception de ces 5 auteurs en France et la réception de ces jeunes auteurs nés en France, de parents issus de l'immigration en règle générale? Ce qui est intéressant, c'est que de manière assez objective, on peut faire un travail qui a d'ailleurs été fait par un certain nombre de chercheurs, qui est de comparer 2 documents très précis, le Manifeste pour une littérature monde, qui paraît en 2007, et quelques mois après, paraît un autre manifeste, le Manifeste qui fait la France, et Feizagen faisait partie de ce collectif. De la dizaine de signataires. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on compare ces deux manifestes, donc ça signale que des écrivains, à un moment donné, dans une perspective de reconnaissance, se sont collectivement mobilisés pour signaler leur existence et pour réclamer une place qui leur semble être refusée. Se plaignent, le mot n'est pas bien choisi, mais en tout cas témoigne d'une situation difficile qui rejoint le sentiment de marginalisation, de relégation en périphérie, de relégation dans les périphéries littéraires, de ne pas être justement considérés comme des écrivains, mais d'être plutôt considérés comme des témoins,
que l'on va inviter lors de débats relatifs à des émeutes sociologiques, de banlieue. Plus ou moins inspirées. Exactement. Et c'est très étonnant de considérer qu'effectivement, entre l'expérience d'une écrivaine de langue française née au Cambodge et l'expérience d'une jeune femme ou d'un jeune homme de langue française né dans une banlieue à 10 minutes en RER de Paris, une expérience commune existe qui est celle-ci, qui est celle de ne pas occuper une place qui serait celle qu'il pense mériter. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui se joue véritablement sur la définition ou sur la représentation très imaginaire de ce que serait un écrivain français. Et je pense que ces groupes-là, des écrivains étrangers, mais aussi des écrivains français issus de territoires périphériques, alors qu'on est bien à l'intérieur de la France, posent cette question-là. Qu'est-ce qu'un écrivain français? Comment assumer cette légitimité-là? Qui décide qui est un écrivain français? Et quand on ne l'est pas, que fait-on? Et c'est là où il est intéressant d'observer une sorte de kaléidoscope de conduite adoptée par tous ces individus qui réclament ça, justement, qui réclament d'être traités en individus. Eh bien, nous en avons terminé pour cette toute première émission qui essayait de répondre, je le disais au tout début, de poursuivre la métaphore de Queneau qui voulait une langue un peu plus rose parce qu'il l'avait trouvée trop blanchâtre. Et nous, à Mediapart, nous allons essayer de trouver, pour poursuivre cette métaphore, une langue un peu plus dorée, un peu plus ocre, un peu plus terre de Sienne. Et c'est ce que nous avons fait avec cette première émission consacrée au livre de Kawtar Archi, « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », des écrivains à l'épreuve, paru aux éditions Pauvert. À une prochaine fois, merci.